Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Histoire de vin. Dans le podcast d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'Angleterre et de son rôle prépondérant dans l'histoire et le monde du vin tel que nous le connaissons aujourd'hui. Car s'il est établi que les Anglais sont depuis longtemps de grands amateurs de vin, leur influence ne s'est jamais limitée à celle d'un simple marché d'exportation absorbant les productions issues d'autres pays plus favorisés par la géographie et la nature pour la production viticole. L'Angleterre a littéralement contribué à façonner des régions viticoles entières, à faire la fortune de certaines villes comme Bordeaux ou Porto, et à inventer de nouveaux styles de vin comme le champagne que nous connaissons aujourd'hui. De Guillaume le Conquérant et Aliénor d'Aquitaine à la naissance du champagne, en passant par le grand incendie de Londres en 1666, je vous emmène à la découverte des liens millénaires entre l'Angleterre et le vin. Et qui sait, peut-être même que d'ici la fin de ce podcast, j'aurai réussi à vous donner l'envie de goûter un vin anglais d'aujourd'hui. Tout commence par un mariage, le 25 juillet 1137 en la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Louis, dauphin de France, n'a que 13 ans quand il épouse Aliénor, duchesse d'Aquitaine, de 3 ans son aînée. Quelques jours seulement après le mariage, le roi Louis VI meurt, et c'est son fils qui prend sa place sur le trône sous le nom de Louis VII. Une jeune fille vive et active qui s'intéresse aux arts, à la musique et à la chasse, Aliénor s'ennuie vite auprès de ce roi austère à la vie presque monacale. Et après quelques années, elle obtient l'annulation de son mariage le 18 mars 1152. C'est qu'elle a rencontré, entre-temps, un prince anglais, jeune et fougueux, Henri Plantagenet, comte d'Anjou, qu'elle épouse 2 mois plus tard, le 18 mai 1152. La légende raconte que c'est le vin d'Issant, aujourd'hui un 3e grand cru classé de Margaux, qui est servi au mariage. En 1154, son mari devient Henri II, roi d'Angleterre, et, après avoir été reine de France, Aliénor devient reine d'Angleterre à 33 ans. Avec ce mariage, le royaume d'Angleterre, déjà présent sur le continent de la Normandie jusqu'à l'Anjou, étend désormais ses possessions jusqu'à la frontière espagnole et en Auvergne. Les vins d'Anjou sont les premiers à bénéficier de l'accession au trône d'Henri, et la renommée des Grands Blancs du Val-de-Loire commence à se répandre. Mais c'est bien Bordeaux qui va le plus profiter de cette alliance. À la fin de sa vie, Aliénor d'Aquitaine se retirera dans l'abbaye de Fontevraud près de Saumur, où elle mourra à 82 ans, et où l'on peut encore admirer aujourd'hui son gisant auprès de ceux de son époux Henri II et de leur fils le plus célèbre, Richard Cœur de Lion. Sous la domination anglaise, les échanges commerciaux se développent avec la Guyenne, qui comprend notamment le Bordelais, mais aussi ce que l'on appelle le Haut-Pays, c'est-à-dire les vignobles situés en amont, notamment Bergerac sur la Dordogne, Cahors sur le Lot et Gaillac sur le Tarn. Et le marché anglais devient un débouché majeur pour tous ces vins. Mais les Bordelais, à qui le climat maritime et les techniques rudimentaires de l'époque ne permettent de produire que des clarets, c'est-à-dire des vins rouges, légers et peu colorés, titrant autour de 8 à 9 degrés, voient comme une concurrence déloyale ces vins noirs du Haut-Pays, plus denses et concentrés, car bénéficiant de plus de soleil. Aussi, ils obtiennent en 1241 le privilège de pouvoir vendre leurs crus en premier et coupent le port de Bordeaux au vin du Haut-Pays, qui va lentement décliner. À l'inverse, toutes ces règles protectionnistes que l'on appelle police des vins vont faire la fortune de Bordeaux et développer le commerce maritime dans des proportions inégalées jusqu'alors. En 1308-1309, 102 000 tonneaux sont expédiés en Angleterre, soit plus de 90 millions de litres de vin. Et ce commerce florissant ne s'arrêtera qu'avec la défaite anglaise qui marquera la fin de la guerre de Cent Ans, la bataille de Castillon. Vous connaissez peut-être le château de Talbot,
ce 4e grand cru classé de Saint-Julien, appartenant aujourd'hui à la famille Bignon, et qui produit l'un des crus les plus élégants du Médoc. Mais ce nom de Talbot, francisé au fil du temps, vient en réalité de John Talbot, comte de Shrewsbury et de Waterford et connétable du roi d'Angleterre, c'est-à-dire le chef des armées, qui aurait campé aux environs de Saint-Julien en juillet 1453. En octobre de l'année précédente, Talbot avait repris Bordeaux au roi de France à qui la ville avait fait allégeance en 1451 pour éviter les pillages. Mais l'annulation par Charles VII des privilèges et des franchises de taxes instaurées par les Anglais ont vite fait de monter la population contre ce roi de France qui entend s'approprier cette terre anglaise depuis 300 ans. Et la Gascogne se soulève. Charles VII envoie donc une armée de 10 000 hommes pour reconquérir la province. Et le 17 juillet 1453, sous une chaleur écrasante, les barons français mettent en déroute les troupes anglaises, non loin du petit village de Castillon, au cours d'une bataille où mourra le connétable Talbot. Dès lors, les liens si serrés tissés entre l'Aquitaine et l'Angleterre au cours de 3 siècles d'occupation vont se distendre, mais sans jamais se rompre. Et c'est à la suite d'un autre événement marquant de l'histoire anglaise que les vins de Bordeaux vont devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Le grand incendie de Londres. Londres, dimanche 2 septembre 1666. Il est près de minuit, dans les ruelles étroites, insalubres et surpeuplées de la City, quand le feu se déclare dans la boulangerie de Thomas Fariner sur Pudding Lane. L'alerte est aussitôt donnée, et les autorités décident de détruire les bâtiments voisins pour empêcher le feu de se propager aux maisons en bois. Mais les propriétaires s'insurgent contre les destructions et en appellent au maire de la ville, Thomas Bloodworth. Celui-ci tergiverse, et quand il finit par donner son accord pour faire abattre les maisons alentours, le brasier, qui s'est répandu entre-temps, est devenu une véritable tempête de feu d'une telle intensité qu'elle engendre son propre système de vent et va consumer la ville. Pendant 3 jours entiers, les flammes réduisent en cendres tout le centre de Londres, dont la cathédrale Saint-Paul, et vont jusqu'à menacer le palais royal de Whitehall. Et ce n'est qu'au matin du mercredi 5 septembre que les coupe-feux mis en place finissent par arrêter l'incendie. Mais sur les ruines de la City dévastée, la ville de Londres va se reconstruire, et avec elle, de nouveaux commerces et établissements, dont un qui va bientôt devenir le rendez-vous de la bonne société londonienne, Pontac's Head, la taverne de Pontac. C'est Arnaud de Pontac, premier président du Parlement de Bordeaux, qui a envoyé son fils avec l'un de ses cuisiniers pour ouvrir cette nouvelle adresse en plein cœur du quartier nouvellement reconstruit, là où se trouve aujourd'hui la rue d'Abchurch Lane. Car le Bordelais a une idée. Pour vendre le vin d'un genre nouveau qu'il produit sur le domaine familial, il veut assurer lui-même sa promotion au cœur du marché londonien. Le domaine familial, c'est un vignoble de quelques hectares situé non loin du centre de Bordeaux et connu depuis 1521 sous le nom de Aubryon, que son ancêtre Jean de Pontac avait acquis en 1533 et où il avait entamé la construction d'un véritable château en 1549. Un siècle plus tard, alors que les clarets de Bordeaux ont de plus en plus de mal à faire face à la concurrence, Arnaud de Pontac développe de nouvelles techniques de vinification pour élaborer un vin d'un genre nouveau. Un cru à la robe rubis, plus profond et concentré que les autres vins de l'époque, et qui va vite rencontrer le succès en Angleterre. Le livre de la cave royale fait d'ailleurs mention en 1660 de l'achat de 169 bouteilles en un seul lot de vin de Aubryon, livré par le domaine pour le plaisir de Sa Majesté le Roi et de ses invités. 21 shillings et 4 pennies par bouteille bien remplie. À la Pontac's Head, on propose une véritable cuisine gastronomique, et le vin de Aubryon y est servi en exclusivité pour le plus grand bonheur d'amateurs tels que le philosophe John Locke ou les écrivains Jonathan Swift et Samuel Pepys. Les autres propriétaires bordelais
adopte bientôt les nouvelles méthodes de production, d'élevage et de vieillissement des vins développées par Arnaud de Pontac, et Londres redevient le premier marché des vins de Bordeaux. C'est d'ailleurs dans la capitale anglaise qu'ouvrira en 1698 le premier caviste du monde, toujours en activité aujourd'hui, Berry Bros & Rudd, sur St. James Street. Les marchands anglais iront même jusqu'à façonner la cité de Bordeaux, car, interdit de s'installer dans le centre-ville à l'époque comme tous les étrangers, ce sont eux qui transformeront les rives marécageuses de la Garonne un peu en aval de la ville pour construire ce qui est aujourd'hui le quai des Chartrons. Dans la deuxième partie de son Henri IV, publié en 1600, Shakespeare fait dire au bouffon Falstaff : « De là vient que le prince Harry est vaillant, car le sang-froid qu'il a naturellement hérité de son père, il l'a fécondé par l'excellente habitude de bien boire, par de bonnes libations d'un généreux Xérès, si bien qu'il est devenu fort ardent et fort vaillant. » Le vin dont parle Shakespeare, et que l'on appelle en français le Xérès, c'est le sherry des Anglais, dont le nom vient de cette ville d'Andalousie, à l'extrême sud de l'Espagne, que les Romains appelaient Cérette, qui est devenue Chériche sous la domination des Maures, et qui a été christianisée en Jerez, ou Xérès, après la reconquête espagnole en 1264. La vigne avait été apportée ici par les Phéniciens 900 ans avant Jésus-Christ, et après la chute de l'Empire romain, les autorités musulmanes vont laisser l'activité viticole se poursuivre, malgré la loi religieuse, pour des raisons commerciales. Les Maures introduisent la distillation, qui va permettre de fortifier les vins, ce qui les rend plus stables et plus résistants au transport. À la chute d'Al-Andalus, les échanges commerciaux avec le reste de l'Europe se développent, et le sherry gagne en popularité tout au long du XVe siècle, et notamment en Angleterre. En 1517, les marchands anglais établis dans la région de Jerez obtiennent des autorités un statut particulier qui va leur permettre de développer plus librement le commerce du sherry. Malheureusement, à la suite du schisme anglican initié par le roi Henri VIII, les négociants anglais sont décrétés hérétiques et pourchassés par l'Inquisition. Ils fuient l'Andalousie et nombre d'entre eux entrent en piraterie. Mais le commerce du sherry ne s'arrêtera pas pour autant, tant le goût des Anglais pour ce vin fortifié est insatiable. Et quand le corsaire Francis Drake prend le port de Cadix en 1587, il fait notamment main basse sur une cargaison de 2900 fûts de sherry. Le vignoble de Jerez continue de se développer tout au long du XVIIe siècle avant que la guerre de succession d'Espagne, qui commence en 1701, ne vienne porter un coup dur à ses exportations. Les Anglais se détournent alors un peu du sherry et, au bénéfice d'un traité commercial avec le voisin portugais, ils vont massivement se consacrer au commerce d'un autre vin fortifié de la péninsule ibérique, le Porto. Avez-vous déjà visité le centre historique de Porto ? Blotti sur les berges du Douro, à quelques encablures de l'embouchure du fleuve, la vieille ville de Porto est un enchevêtrement réjouissant et coloré de maisons aux toits de tuiles, peintes en bleu, en jaune ou en rouge, de fenêtres en bois blanc s'ouvrant sur des balcons en fer forgé, et de façades finement décorées d'azuleros. Au milieu de ce dédale de ruelles chamarrées, s'élève un imposant bâtiment de granit aux faux airs de temple romain, la British Factory, ou Feitoria Inglesa en portugais. Construite au XVIIIe siècle, cette véritable chambre de commerce symbolisait alors la mainmise des négociants anglais sur le vin de Porto, les Broadbent, Cockburn, Croft, Dow, Osborne ou encore Taylor et Ware. Depuis le XIVe siècle, les hostilités de la guerre de Cent Ans ont fait comprendre aux Anglais qu'il serait judicieux de trouver d'autres sources d'approvisionnement en vin, et ils se tournent vers le Portugal. En 1386, ils jettent les bases d'une alliance commerciale et politique en signant le traité de Windsor qui, 638 ans plus tard, est le plus vieux traité international encore en vigueur. Les vins du Douro, riches et puissants, deviennent très populaires en Angleterre qui en achète de grandes quantités
au détriment de la production du grand rival français. En 1678, un marchand de Liverpool, séjournant au nord de Porto, découvre un vin riche et généreux, extrêmement doux et chaleureux, car fortifié avec de l'eau-de-vie. Conquis par ce nouveau breuvage, il en ramène une pleine cargaison, et c'est le début du vin de Porto tel qu'on le connaît aujourd'hui. En 1703, l'ambassadeur anglais John Methuen signe à Lisbonne un traité commercial qui prévoit que l'Angleterre pourra exporter ses lainages vers le Portugal et achètera du vin portugais en contrepartie à des tarifs douaniers très compétitifs par rapport aux autres pays. Ce traité, tous les étudiants en économie le connaissent, car il est la base de la théorie classique dite des avantages comparatifs, développée par l'économiste anglais David Ricardo et reformulée par John Mills en 1844. Grâce au traité de Methuen, les ventes de vin portugais explosent outre-Manche, pour atteindre 2/3 des importations de vin dans le pays en 1717, quand les vins français ne représentent plus que 4% du marché. Mais la relation entre les vignerons portugais et les marchands anglais, qui leur dictent les prix, est déséquilibrée. Et les plaintes de producteurs forcent le Premier ministre Don Sebastião José de Carvalho e Melo, marquis de Pombal, à réguler le vignoble et le commerce des vins de Porto en 1756, faisant de la vallée du Douro l'une des premières appellations d'origine du monde. L'influence du marché et des négociants anglais a façonné les vignobles de Jerez et de Porto, pour en faire ce qu'ils sont encore aujourd'hui. Mais je pourrais aussi citer les vins de Madère ou encore le Marsala de Sicile, qui doivent également leur développement aux marchands britanniques. Mais il est un autre vin avec lequel les Anglais ont un lien très particulier, le champagne. Au XVIIe siècle, l'Angleterre est déjà depuis longtemps l'un des principaux marchés du vin dans le monde et un acheteur insatiable des meilleurs crus de toute l'Europe. Et l'une des régions qui a la faveur des consommateurs anglais est la Champagne. À cette époque, le vin de Champagne est encore un vin tranquille, rouge ou blanc, issu principalement des terroirs crayeux de la montagne de Reims et de la vallée de la Marne. Les vins sont encore vendus le plus souvent en barrique, mais les premières bouteilles ont déjà fait leur apparition et on commence à mettre les vins en bouteille, notamment pour les présenter sur les plus belles tables. Or, quand il s'agit de bouteilles, les champenois et les marchands qui achètent leurs vins, et notamment les Anglais, ont un problème. Après quelques mois, certaines des bouteilles explosent dans les caves d'Épernay ou les entrepôts des négociants. Le mécanisme de la fermentation étant encore mal connu, les vignerons et les marchands qui embouteillent à Londres les vins achetés en barrique s'interrogent sur ce phénomène. Et un homme va s'intéresser de près à ce problème, un médecin anglais du nom de Christopher Merret. À l'origine, Merret s'intéresse surtout au procédé de la fabrication du verre, et de fil en aiguille, il en vient à s'intéresser au vin et au mécanisme de la fermentation. En 1998, l'écrivain et critique anglais Tom Stevenson retrouve et publie pour la première fois des extraits de la présentation faite par Christopher Merret le 17 décembre 1662 à la Royal Society de Londres. Dans son discours, Merret explique avoir vu des vignerons ajouter du sucre au vin de champagne avant de le mettre en bouteille, ayant constaté que cela le rendait pétillant et que certains clients appréciaient ce breuvage. Le médecin anglais postule que l'addition de ces sucres, qu'on appellera bientôt la liqueur de tirage, induit une seconde fermentation dans la bouteille qui, étant un environnement clos, piège le gaz à l'intérieur et rend donc le vin effervescent. C'est la première description de la méthode traditionnelle 6 ans avant l'arrivée de Dom Pérignon à l'abbaye de Haut-Villers. Cette compréhension de la seconde fermentation et de la façon de l'induire pour obtenir un vin pétillant s'accompagne d'une innovation technologique majeure dans la production du verre, avec l'emploi du charbon par le verrier anglais Robert Mansell. Le charbon permet d'atteindre une température plus élevée que dans un four à bois et donc d'obtenir un verre plus épais, communément appelé verre anglais. Ces bouteilles, plus solides,
sont désormais capables de bien mieux résister à la pression du vin, et devant le succès grandissant de ces nouvelles bulles, la Champagne va adopter le verre anglais et embrasser ce nouveau style. En 1728, un décret du roi Louis XV autorise le transport de vin de Champagne en bouteille. Et l'année suivante, l'entrepreneur Nicolas Ruinart, qui a pris conscience de l'engouement suscité par ce nouveau style de vin, ouvre la première maison de Champagne dédiée à la production de vins à bulles. Mais l'influence anglaise en Champagne ne s'arrête pas là, car le marché britannique est aussi à l'origine de l'émergence d'un nouveau style de champagne. À la fin du XVIIIe siècle, le vin effervescent de Champagne est devenu célèbre et il a conquis toutes les cours d'Europe. La légende dit même que Madame de Pompadour, maîtresse de Louis XV et grande amatrice de champagne car c'est le seul vin qui laisse la femme belle après boire, aurait fait mouler sur son sein la forme de la première coupe. Le goût de l'époque est au vin doux, et le vin de Champagne, s'il est désormais pétillant, est aussi sucré, car les champenois, après avoir induit la seconde fermentation, rajoutent un peu de sucre dans la bouteille avant l'expédition, selon une procédure appelée dosage. Mais en 1848, un négociant anglais du nom de Burns fait une demande pour le moins étrange à la maison Perrier-Jouët. Un lot du millésime 1846, mais qu'il demande sans dosage, pour obtenir un vin plus sec. Son entreprise est un échec, le vin ne se vend pas et il doit finalement renvoyer toutes les bouteilles en France pour les échanger contre des bouteilles dosées. Mais une dizaine d'années plus tard, l'arrivée sur le marché anglais de bouteilles du millésime 1857, plus secs et plus évoluées que les autres, est accueillie favorablement. Et avant peu, les marchands britanniques se mettent à commander de plus en plus de ce nouveau style de vin moins sucré. À la sortie du millésime 1874, 20 ans plus tard, la majorité des maisons de Champagne produit désormais pour le marché anglais ce style de vin pétillant, sec et peu dosé, qui deviendra le champagne brut tel que nous le connaissons aujourd'hui. Pendant des siècles, l'Angleterre, devenue le royaume de Grande-Bretagne puis le Royaume-Uni, a joué un rôle majeur dans le monde du vin en tant que marché clé pour les productions des autres pays, mais sans être véritablement un pays producteur. Or depuis peu, les choses ont changé, et le Royaume-Uni est en passe de devenir un pays qui compte dans la production viticole, et tout particulièrement sur le marché des vins effervescents. Comme souvent en Europe, ce sont les Romains qui ont introduit la vigne en Grande-Bretagne en profitant d'un climat plus doux qu'aujourd'hui dans les premiers siècles après Jésus-Christ. En 1086, un grand inventaire des ressources et des productions de l'Angleterre est commandé par Guillaume le Conquérant. Et ce manuscrit, appelé le Domesday Book, fait mention de 45 vignobles situés dans le sud-est de l'Angleterre. Au fil des siècles, les changements climatiques et l'essor du commerce avec la France, puis l'Espagne et le Portugal, vont fortement limiter le développement du vignoble anglais, qui ne peut rivaliser avec les productions de pays au climat plus chaud et plus ensoleillé que le sien. En 1860, le gouvernement britannique soutenant le libre-échange baisse de plus de 80% les taxes d'importation sur les vins étrangers, condamnant par là même les rares vignobles britanniques. Mais depuis une vingtaine d'années, on observe un véritable renouveau des plantations de vignes dans le sud-est de l'Angleterre. De nombreuses tentatives avaient déjà été faites dans les années 70 et 80, mais la plupart n'ont pas perduré. Grands amateurs de vins effervescents et en particulier de champagne, les Anglais cherchent à tirer parti de leur climat maritime frais pour produire des raisins d'une maturité suffisante à même de donner des vins effervescents selon la méthode traditionnelle. Et ils ont un argument majeur à faire valoir pour cela, leur terroir. Les comtés du Sussex et du Kent dans le sud-est de l'Angleterre sont connus pour leurs falaises de craie qui surplombent la Manche. Eh bien, cette craie est la même que celle des coteaux champenois. Marquant la limite nord du bassin parisien, les sols sédimentaires des régions que les Anglais appellent les North Downs et les South Downs sont très similaires à ceux de la Champagne. Et comme le changement climatique tend à réchauffer le climat anglais,
ces zones, jadis trop froides pour bien cultiver la vigne, sont désormais à même de produire avec une certaine régularité des crus intéressants. On y trouve aussi un autre type de terroir appelé sable vert, qui convient également à la culture de la vigne, et de nombreux domaines viticoles se sont installés depuis une vingtaine d'années dans le Sussex et dans le Kent pour produire des méthodes traditionnelles à base de chardonnay, de pinot meunier et de pinot noir. Et ces vins commencent à faire parler d'eux. J'imagine votre surprise et probablement votre scepticisme à m'écouter parler des vins anglais. Mais pour avoir été à Hong Kong l'un des premiers importateurs d'une des meilleures maisons anglaises, Knight Timber, je vous assure que la qualité a de quoi surprendre et commence même à concurrencer certains champagnes. Dotés d'une grande vivacité grâce à une acidité plus marquée que les vins de champagne, les crus anglais se distinguent par cette tension qui, si elle est conjuguée à une bonne maturité phénolique et qu'elle n'est pas atténuée par un dosage trop marqué, donne des vins nerveux sur des arômes d'agrumes et de fruits verts avec une belle trame crayeuse. À l'exemple de la Champagne, les cuvées de prestige sont longuement vieillies sur latte et je vous invite à découvrir les vins de domaine comme Hattingley, Gusbourne, Ridgeview ou encore Coates & Scilly pour vous laisser surprendre par la qualité des bulles anglaises modernes. De la France au Portugal, en passant par l'Espagne ou l'Italie, l'Angleterre a façonné le monde du vin au fil des siècles en favorisant le développement de vignobles et de régions entières. Et elle est en passe de devenir aujourd'hui un pays producteur qui compte dans la catégorie des vins effervescents. Encore aujourd'hui, le marché anglais est une véritable plaque tournante pour les crus du monde entier, même si le Brexit est venu changer un peu la donne en la matière. C'est certainement à Londres que l'on trouve le marché le plus actif et le plus diversifié du monde, avec des crus provenant de tous les pays et une myriade de marchands, de cavistes et de bars à vin, où vous pourrez siroter un verre d'assyrtiko grec avant de poursuivre le dîner par un Blaufränkisch autrichien ou une Syrah sud-africaine. Une variété fascinante à découvrir et qui va mettre à l'épreuve, dès ce matin, tous les candidats qui se présentent à l'examen du diplôme le plus exigeant et le plus difficile à obtenir dans le monde du vin. Un diplôme lui aussi créé par les Anglais et dont on reparlera dans un autre épisode, le Master of Wine.